Karine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, heureusement, comme les jours et les semaines précédentes, on a actuellement une diminution globale tant des contaminations que des hospitalisations et heureusement aussi des décès. L'impact de la réouverture des écoles, il y a maintenant pratiquement 2 semaines, n'a pas encore été visible dans les chiffres. En revanche, l'adaptation du testing qui est de nouveau possible pour des patients asymptomatiques à haut risque a montré une petite augmentation du nombre de tests à ce niveau-là. Si on s'intéresse au nombre de nouveaux cas, on a sur les 7 derniers jours, en moyenne, comme vous voyez sur la diapositive, 2765 nouveaux cas. Ceci correspond toujours à une belle diminution de l'ordre de 37%, ce qui nous amène globalement à une diminution de moitié du chiffre des contaminations actuellement tous les 11 jours. Si cette tendance se poursuit, et si on parle des fêtes de Noël qui sont très à la mode, en discussion actuellement, on devrait arriver environ à 500 nouvelles contaminations par jour à la fin de l'année. Ce chiffre pourrait éventuellement être un peu plus élevé en fonction du volume de contacts à haut risque qui serait détecté à ce moment-là. 500 nouvelles contaminations par jour, cela peut paraître effectivement peu, surtout par rapport aux 2765 actuels, mais il faut souligner que lorsque nous étions au mois de juin, eh bien, on avait 5 fois moins de nouvelles contaminations par jour. Et quand nous étions au mois de juin ou au mois de mai, nous étions au seuil de l'été. Et l'été, comme on le sait, est une vie extérieure. Nous sommes maintenant au seuil de l'hiver, qui est une vie à l'intérieur. Et on a déjà assez dit, la vie à l'intérieur, c'est ce que le virus préfère pour la contamination. Donc il est clair que, quelles qu'en soient les mesures prises par rapport aux fêtes de fin d'année, nous devrons rester vigilants parce que nous entrons dans une période avec encore beaucoup de contamination et avec des circonstances qui sont favorables au virus. Heureusement, la baisse des contaminations se passe dans toutes les régions du pays, elle se passe dans toutes les tranches d'âge. Pour les tranches d'âge, on l'a déjà dit, elle est un peu moins prononcée chez les enfants et les adolescents, mais on insiste, ce chiffre baisse également dans ces groupes en question, d'où le fait que nous n'avons pas pour l'instant d'impact significatif de la reprise des écoles. On vient de le dire, ça baisse dans toutes les régions du pays, de manière plus rapide en Wallonie qu'à Bruxelles ou en Flandre, mais il faut bien insister là aussi que les chiffres étaient beaucoup plus importants au départ dans cette période-là du pays, dans ces régions-là du pays. En nombre absolu, c'est toujours dans le Hainaut qu'on a le plus de cas, suivi de Flandre orientale et d'Anvers. Maintenant, concernant les nouvelles hospitalisations, on a une diminution, comme vous le voyez sur la carte, ce que vous voyez sur la diapositive, pardon, dans toutes les parties du pays, à l'exception d'une discrète augmentation transitoire, on l'espère, au niveau du Brabant flamand. Ceci se chiffre par 257 nouvelles admissions par jour en moyenne et ça représente, un peu comme pour les nouvelles infections, une diminution de 31% en moyenne. On a actuellement, concernant les hospitalisations, une diminution de moitié de ce chiffre tous les 13 jours. Ceci nous amène donc actuellement à avoir hospitalisé en Belgique pour raison de Covid 4395 patients, dont 1034 le sont en soins intensifs. Beaucoup moins donc clairement que le pic que nous avions atteint, mais beaucoup plus que ce que nous avions en début mai. En début mai, nous avions 2 fois moins de patients hospitalisés et ou en soins intensifs. Et je vous rappelle que début mai, c'était les premiers signes de déconfinement après la dure période du mois de mars et du mois d'avril. Si on s'intéresse enfin aux décès, là aussi il y a une diminution du nombre de cas et ceci d'ailleurs s'accélère, ce qui est pour le moins réconfortant. Nous devons cependant encore déplorer en moyenne 149 décès par jour. C'est une diminution de 21% par rapport à la semaine qui précède. Le nombre de décès en Belgique a déjà fait beaucoup discuter et a fait couler beaucoup d'encre. Si on regarde simplement en nombre absolu de décès désignés comme étant Covid-19, la Belgique reste avec la Tchéquie
et depuis récemment avec la Bulgarie en tête de ce sinistre classement européen. Si par contre, comme on vous en a déjà parlé, on s'intéresse à la surmortalité à un moment de l'année, actuellement par exemple, on se rend compte que les chiffres de surmortalité sont aussi élevés et dans certains cas considérablement plus élevés dans d'autres pays européens, dont des grands pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la Suisse ou la Slovénie. Ceci suggère donc qu'il reste encore, malgré les recommandations européennes, de grandes disparités dans la manière de déclarer son chiffre de mortalité au niveau de différents pays. En Belgique, actuellement, les chiffres de mortalité liés au Covid correspondent toujours très bien à la surmortalité, comme c'est le cas depuis le début de la pandémie. Le thème du jour n'est pas un mystère, c'est le thème du vendredi, c'est celui des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. Alors vous voyez sur ce premier graphique le nombre de nouvelles contaminations pour 1000 résidents. C'est un graphique qui commence au 2 septembre et on se rend compte, globalement parlant, qu'en Flandre, on a une légère diminution, qu'on a une diminution un peu plus importante en Wallonie, mais on partait de nettement plus haut, et qu'à Bruxelles, pour l'instant, il y a une discrète augmentation des chiffres. De manière plus numérique par rapport à cela, si on s'intéresse donc aux maisons de repos et de soins flamandes, on a actuellement 21 contaminations par 1000 résidents, et on vient de 23. En Wallonie, on est à 29 et on vient de 45. Et à Bruxelles, on est à 24 alors qu'on vient de 19. Sur l'ensemble de ces maisons de repos, on voit donc que le nombre de maisons de repos avec des contaminations diminue. Il diminue progressivement et donc, malgré tout, il reste un nombre de contaminations significatif. C'est une baisse modeste actuellement. Si on s'intéresse aux maisons de repos dans lesquelles il y a au moins un cas de Covid, eh bien, on voit que globalement les chiffres s'améliorent aussi puisqu'on a en Flandre actuellement 37% des maisons de repos avec au moins un cas, on vient de 42%. En Wallonie, on a 51%, on vient de 63%. Et à Bruxelles, on a 47% venant de 50%. Enfin, si on s'intéresse aux maisons de repos qui ont des réels clusters importants, avec plus de 10 cas, on a une baisse globale dans les 3 régions du pays. En Flandre, on est passé de 19 à 16%, en Wallonie de 28 à 19% et à Bruxelles de 15 à 11%. Donc, pour conclure, l'entièreté des chiffres qu'on vous annonce aujourd'hui vont dans un bon sens, tant pour la population en général que de la maison de repos, mais on veut vraiment souligner le fait que nous sommes très loin d'avoir retrouvé les valeurs que nous avions connues au seuil de l'été et une grande prudence, quelles que soient les mesures qui seront annoncées aujourd'hui, une grande prudence dans la conduite personnelle est importante de manière à pouvoir continuer ensemble à aller vers des zones plus sûres. Merci. Les personnes vaccinées peuvent-elles transmettre le virus malgré tout et vont-elles devoir respecter une quarantaine après avoir reçu la dose? Deux parties à la question, donc deux parties à la réponse. Répondons d'abord à la deuxième partie. Non, elles n'auront pas de quarantaine pour la simple et bonne raison que lorsqu'on va injecter un vaccin, on ne va pas injecter un virus vivant, on va injecter une particule du virus simplement qui est totalement non capable de nous infecter et donc forcément on ne sera pas capable de transmettre un virus vivant. Concernant la partie sur la transmission, c'est plus complexe parce que actuellement nous sommes incapables de savoir si le fait d'avoir fait la maladie naturelle nous protège sur la possibilité d'être porteur transitoire du virus, par exemple dans la gorge, et de le transmettre à quelqu'un d'autre. A fortiori, nous n'avons pas cette information actuellement concernant l'impact du vaccin. Nous savons que le vaccin nous protège. Nous attendons plus d'informations, bien sûr, dans un pourcentage qui semble élevé des cas, mais il n'y a pas encore de données sur l'impact réel sur le portage du virus
par les personnes en question. On sait, historiquement parlant, que de nombreux vaccins protègent, 60, 70, 80, parfois jusqu'à 100% pratiquement, moins 95% pour différentes maladies, mais tous ces vaccins, même extrêmement efficaces, ne protègent pas forcément sur le portage du virus. Ils ne stérilisent pas l'individu et donc il est fort possible, en tout cas certains au départ, que les personnes vaccinées ne pourront pas être considérées comme étant non contaminatrices si par exemple elles ont été des contacts à haut risque de quelqu'un qui a fait la maladie. Seules des données complémentaires qui vont nous arriver dans les mois qui viennent permettront de trancher ce point-là. Parmi les groupes prioritaires pour les vaccins, certains sont-ils susceptibles de ne pouvoir en bénéficier? Pourquoi et quelle est l'alternative pour ces personnes? Alors, on peut directement éliminer le problème potentiel de la quantité de vaccins. Nous avons déjà actuellement en précommande en Belgique de quoi couvrir la quasi-entièreté ou l'entièreté de la population. Il y a encore d'autres précommandes qui, par précaution, seront prises. Et donc, sauf surprise liée au fait qu'un vaccin ne passerait pas les derniers contrôles, nous aurons assez de vaccins pour vacciner non seulement les groupes à risque, mais toutes les personnes dans la population qui souhaiteraient se joindre à cet effort collectif. Deuxièmement, est-ce que nous avons des doutes concernant l'impact du vaccin chez certaines personnes qui font partie des groupes prioritaires? Alors là, on peut peut-être distinguer quelques sous-groupes. Par exemple, actuellement, chez les femmes enceintes, ou chez les femmes qui pourraient être enceintes dans les mois qui suivent, nous avons encore peu de données, pour ne pas dire pas de données, concernant l'innocuité de ces vaccins, parce qu'il s'agit de nouveaux vaccins et que, très classiquement, pour tous les nouveaux vaccins, on commence par exclure les femmes enceintes, comme on exclut d'ailleurs les enfants, les jeunes enfants, des premiers tests. Il y a des études qui vont commencer, au vu de l'impact favorable du vaccin dans le reste de la population. Il y a des études qui vont commencer chez les femmes enceintes et nous aurons dans les mois qui viennent des résultats à ce niveau. Il y a donc ce sous-groupe des femmes enceintes pour lequel on doit encore définir comment la vaccination sera proposée. Par ailleurs, on sait que des personnes comme les immunodéprimés, pour des raisons génétiques ou pour des raisons de traitement de certains cancers, par exemple, pour des raisons de greffe d'organes, sont potentiellement sujets à des infections diverses plus sévères que d'autres personnes. Ces personnes pourront potentiellement être vaccinées, mais par contre, pour elles, nous aurons très peu de données sur l'impact du vaccin, puisqu'elles ne font pas partie des gens qui sont pris dans les tests au départ. Lorsqu'on essaye un vaccin, ces personnes devront rester particulièrement prudentes, même si elles reçoivent un vaccin, et l'impact de la vaccination collective sera particulièrement important pour elles.